Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle lecture ensemble. Et ce soir, c'est un rendez-vous un petit peu particulier et unique dans Voyage au bout de la nuit, puisque vous l'avez peut-être remarqué, nous avons l'habitude maintenant de recevoir de plus en plus des auteurs, des jeunes auteurs parfois même pas encore publiés. Et c'est le cas ce soir, puisque j'ai reçu sur le canapé de VBN Olivier Bourdeau pour son deuxième roman En attendant Bojangles. Alors, justement, quelle est l'histoire ? Eh bien, il nous l'a résumé en quelques lignes. C'est le quotidien d'une famille un peu déjantée, un fils et ses deux parents qui dansent quotidiennement, qui invitent des amis 3 fois par semaine à dormir à la maison, qui boivent parfois beaucoup, notamment le père. Et puis bien évidemment, c'est une vie pour l'instant en tout cas très heureuse de cette petite famille. Malheureusement, en tout cas c'est ce que Olivier nous a dit, l'un des membres de cette famille va avoir vraiment une folie en lui, et cette folie qui était un petit peu superficielle et enjouée, eh bien, va devenir véritable et réelle. Nous continuons donc cette lecture au chapitre 5. Et puis vous pouvez réagir avec moi sur le hashtag VBN durant toute l'émission et dès à présent. Et puis quant à moi, vous pouvez également réagir sur cette émission sur mon blog somethingaboutVictoria.com. Mais place à la lecture tout de suite avec En attendant Bojangles. Nous reprenons au chapitre 5. C'est quelque temps après un de ses anniversaires que maman commença à changer. Au début, c'était à peine visible à l'œil nu, mais il y avait un changement d'air, d'humeur autour d'elle. Au début, nous n'avions rien vu, seulement senti. Sur elle, il y avait de petits riens dans ses gestes, le clignement de ses cils, ses applaudissements, un tempo différent. Au début, pour ne pas mentir, nous n'avons rien vu, seulement ressenti. Nous nous étions dit que son originalité continuait à monter les escaliers, qu'elle avait atteint un nouveau palier. Et puis, quelque temps après, elle s'était mise à s'énerver plus souvent. Ça durait plus longtemps, mais rien d'alarmant. D'ailleurs, elle dansait toujours aussi souvent, certes avec plus d'abandon et d'emballement, mais rien de préoccupant. Elle buvait un peu plus de cocktails, parfois au réveil, mais à l'heure, la dose, c'était sensiblement pareille. Ça ne changeait pas l'ordre des choses. Alors nous avons continué notre vie, nos fêtes, nos voyages au paradis. Voici ce qu'écrivait mon père pour raconter ce qui s'était passé. C'était la sonnerie de la porte qui avait révélé la nouvelle nature de ma mère, ou plutôt celui qui avait sonné. Avec ses joues creuses, son teint particulier, que seul peut donner le travail de bureau, et un sens du devoir qui avait déteint sur sa gabardine, l'inspecteur des impôts et de la fiscalité avait expliqué à mes parents qu'ils avaient oublié de payer depuis très longtemps, tellement longtemps qu'ils avaient un gros dossier sous le bras, parce que sa mémoire ne suffisait pas. Alors mon père avait bourré sa pipe en souriant, puis était allé chercher un chéquier dans le meuble de l'entrée, celui au-dessus duquel le tableau du cavalier était posé. Mais la pipe de papa tomba au moment où l'homme de l'impôt annonça le montant, puis les poussières pour les retardataires. Rien que les poussières, c'était gigantesque. Alors le montant, c'était renversant. Physiquement renversant, car maman commença à pousser furieusement l'homme des impôts qui tomba une première fois. Alors papa essaya de la calmer. Puis il releva vigoureusement les impôts par la manche, en s'excusant platement mais sans se dégonfler. Mais le monsieur des impôts s'emballa en bégayant. « Il va falloir payer maintenant. C'est bon pour la société de payer ses impôts. Vous êtes bien content de les utiliser, les ronds-points. Vous êtes des profiteurs, sans scrupules. » Alors maman lui répondit en hurlant, avec une férocité inédite. « Espèce de gougnafier. Vous nous insultez en plus de ça ? Nous, monsieur, nous n'allons jamais sur les ronds-points. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Les trottoirs, peut-être, les ronds-points, jamais. Et puis, si c'est bon de payer les impôts, faites-vous plaisir. Vous n'avez qu'à payer les nôtres. » Tandis que papa essayait de rallumer sa pipe, en observant ma mère d'un air perplexe, elle s'empara du parapluie à côté de la porte, l'ouvrit, et avec, chassa les impôts hors de l'appartement. En reculant sur le palier, le monsieur des impôts cria
Vous allez le payer cher, ça aussi. Vous allez tout payer. Votre vie va devenir un enfer. » Alors, ma mère, se servant de son parapluie comme d'un bouclier, fit dévaler dans les escaliers le porte-glaive de la fiscalité, qui s'accrochait à la rampe en grognant vaillamment. Il tombait, se raccrochait, dérapait, se rattrapait. L'espace d'un instant, maman mit son sens du devoir à rude épreuve. Un court moment, j'ai même pu apercevoir sa longue carrière défiler dans son regard rouge et obstiné. Au moment où papa réussit à la stopper en la prenant dans ses bras, elle avait fait descendre l'impôt de plusieurs paliers déjà. Et après 2 rappels menaçants à l'interphone, le monsieur des impôts et de la fiscalité s'en alla chercher de l'argent pour ses ronds-points ailleurs, chez d'autres gens. Après avoir beaucoup ri tous les 3, papa demanda « Mais voyons Hortense, que vous est-il arrivé? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Maintenant nous allons avoir de gros ennuis. » « Mais les ennuis, nous les avons déjà, mon pauvre Georges. Oui, parce que vous êtes pauvre, Georges, maintenant. Nous sommes tous pauvres. C'est d'un commun, d'un banal, d'une tristesse. Il va falloir vendre l'appartement. Alors, vous vous demandez ce qui m'a pris? Mais voyons, Georges, ils nous ont tout pris. Ils vont tout nous prendre. Tout. Nous n'avons plus un sou. » avait-elle répondu en regardant autour d'elle pour s'assurer que l'appartement était encore réel. « Mais non, Hortense, nous n'avons pas tout perdu, nous allons trouver une solution. Déjà, à l'avenir, il faudra ouvrir le courrier. Ça peut toujours servir, » déclara mon père en regardant le tas de papiers avec dans la voix comme un soupçon de regrets administratifs. « Pas Hortense, pas aujourd'hui. On m'a même volé mon vrai prénom. Je n'ai même plus de prénom, sanglota-t-elle, en se laissant tomber sur la montagne de courrier. La vente de l'appartement couvrira bien plus que notre dette. Il nous reste le château en Espagne, ce n'est pas le bagne non plus. Et puis, je pourrais me remettre à travailler. Certainement pas. Moi vivante, jamais vous ne retravaillerez. Vous m'entendez? Jamais. » avait-elle commencé à crier avec hystérie, en brassant les lettres comme un bébé mécontent. Et sujet au désespoir, le fait avec l'eau de la baignoire. « Je ne peux pas passer mes journées à vous attendre. Je ne peux pas vivre sans sou. Votre place est avec nous deux, pas une seconde, surtout pas une journée. D'ailleurs, je me demande bien comment font les autres pour vivre sans vous, » avait-elle chuchoté en sanglotant, passant d'une colère lourde à une tristesse sourde, en quelques syllabes seulement. Le soir, dans ma chambre, en contemplant les 2 lits dont j'allais devoir me séparer, je m'étais demandé pourquoi le sénateur ne m'avait pas mise en garde aussi contre les hommes d'impôt. Et si celui-ci avait été végétarien et cycliste, je n'avais même pas osé l'envisager. Nous avions peut-être échappé à bien pire, avais-je constaté avec un frisson d'effroi, avant de transpercer Claude François de fléchettes avec précision mais sans joie. Avec les commissions de recours et en appelant l'ordure à notre secours, nous avions gagné du temps. La vente de l'appartement et le déménagement ne s'étaient pas faits immédiatement. Après son choc fiscal, ma mère avait retrouvé son comportement d'avant. Enfin presque. Parfois, lors des dîners, elle était prise de fous rires interminables qu'elle finissait recroquevillée sous la table en applaudissant sur le parquet. En fonction des invités ou des sujets abordés, la tablée joignait ses rires aux siens, ou bien ne disait rien, ne riait pas, ne comprenait pas. Dans ces cas-là, papa la relevait en lui susurrant des mots apaisants, en essuyant tendrement sur son visage les coulées sauvages de son maquillage. Il l'emmenait dans leur chambre et y restait le temps qu'il fallait. Parfois, ça durait si longtemps que les invités partaient pour ne pas déranger. Elle avait de drôles de fous rires malheureux. Le problème, avec le nouvel état de maman, c'était que, comme disait papa, on ne savait jamais sur quel pied danser. Dans ce domaine-là, nous pouvions le croire sur parole, car c'était une parole d'expert. Pendant des semaines entières, elle n'était prise d'aucun fou rire, d'aucune colère, suffisamment longtemps pour qu'on oublie ses égarements, ses mauvaises manières. Durant ces périodes, elle nous semblait plus adorable que jamais, même plus formidable qu'avant, ce qui n'était pas aisément faisable, mais
elle y parvenait brillamment. Le problème avec le nouvel état de maman, c'est qu'il n'y avait pas d'agenda, pas d'heure fixe. Il ne prenait pas rendez-vous. Il débarquait comme ça, comme un goujat. Il attendait patiemment qu'on ait oublié, repris notre vie d'avant, et se présentait sans frapper, sans sonner, le matin, le soir, pendant le dîner, après une douche, au milieu d'une promenade. À chaque fois, nous ne savions jamais quoi faire et comment le faire. Pourtant, au bout d'un moment, nous aurions dû avoir l'habitude. Après les accidents, il y a des manuels qui expliquent les premiers soins, ce qui sauve. Mais là, il n'existait rien. On ne s'habitue jamais aux choses comme ça. Alors à chaque fois, avec papa, on se regardait, comme si c'était la première fois. Au début, en tout cas, dans les premières minutes, et après on se souvenait et nous regardions autour de nous pour voir d'où pouvait bien venir cette nouvelle rechute. Elle ne venait de nulle part et c'était bien ça le problème. Nous aussi, nous avons eu notre lot de fous rires tristes. Lors d'un dîner durant lequel un invité n'arrêtait pas de dire « Je parie mon slip !» À chaque fois qu'il affirmait quelque chose, nous avons vu maman se lever, remonter sa jupe, baisser sa culotte, l'enlever et la jeter au visage du parieur, pile poil sur le nez. La culotte avait volé, traversé la table en silence et atterri sur son nez. C'est arrivé comme ça. Pendant un dîner, après un court silence, une dame s'exclama « Mais elle perd la tête ?» Ce à quoi ma mère lui répondit, après avoir vidé d'un trait son verre, avant de l'envoyer dans son dos et par la fenêtre. « Non, madame, je ne perds pas la tête. Dans le pire des cas, je perds ma culotte. C'est l'ordure qui nous sauva du désastre. » En se mettant à rire, très fort. Il entraîna toute la table derrière lui et le début de drame se transforma en une simple anecdote de culotte volante. Sans le rire de l'ordure, personne n'aurait ri, c'est sûr. Comme les autres, papa aussi avait pleuré de rire, mais en se cachant le visage. Une autre fois, un matin, à l'heure de mon petit déjeuner, alors que mes parents ne s'étaient pas couchés, que certains danseurs sévissaient encore dans le salon, en produisant de drôles de sons que l'ordure dormait sur la table de la cuisine, le nez sur son cigare et le cigare recroquevillé dans un cendrier. Que mademoiselle superfétatoire faisait la tournée des dortoirs pour réveiller les évadés de la soirée, j'ai vu ma mère sortir nue de la salle de bain, suspendue sur des chaussures à talons, seule. La fumée de sa cigarette habillait inégalement son visage par instants. En cherchant ses clés sur le meuble de l'entrée, elle annonça très naturellement à mon père qu'elle partait chercher des huîtres et du muscadet frais pour les invités. « Mais couvrez-vous, Elsa, vous allez prendre froid !» lui avait-il dit en souriant soucieusement. « Vous avez complètement raison, Georges. Que ferais-je sans vous? Je vous aime, le savez-vous ?» avait-elle répondu en s'emparant d'une chapka sur le porte-manteau. Puis elle disparut en précédant d'un court instant le vacarme de la porte claquée par le vent. Avec mon père, nous l'avions observée du balcon, marcher d'un pas impérial, le menton conquérant, ignorant les regards, domptant les trottoirs, jetant d'une pichenette sa cigarette, essuyant ses souliers sur le paillasson avant de rentrer chez le poissonnier. Durant tout le temps qu'elle passa dans la boutique, mon père lui répondit en chuchotant les yeux voilés. « Je sais bien que vous m'aimez, mais que vais-je faire de cet amour fou? Que vais-je faire de cet amour fou ?» Puis lorsque maman sortit de la boutique, en souriant vers nous, comme si elle l'avait entendu, un plateau d'huîtres dans un bras et 2 bouteilles coincées sur ses seins dans l'autre, il soupira. « Quelle merveille! Je ne peux pas m'en priver, certainement pas. Cette folie m'appartient. » Parfois, elle se lançait dans de folles entreprises, avec un enthousiasme plein de surprises. Puis, l'enthousiasme s'évanouissait, les entreprises aussi, seules les surprises demeuraient. Lorsqu'elle commença à écrire son roman, elle commanda des cartons entiers de crayons, de papier, une encyclopédie, un grand bureau, une lampe. Tour à tour, elle installa son bureau devant chaque fenêtre pour l'inspiration, puis devant un mur pour la concentration.
Mais une fois assise, n'ayant ni concentration ni inspiration, elle se mettait en colère, jetait le papier en l'air, cassait les crayons, tapait les bureaux de ses paumes et éteignait la lumière. Son roman avait pris fin avant même qu'un début de phrase ne soit griffonné sur sa tonne de papier. Plus tard, elle entreprit de repeindre l'appartement, afin de lui donner plus de valeur pour les futurs acheteurs. Elle commanda des pots de peinture jusqu'à plus soif. Des pinceaux, des rouleaux, des produits toxiques, un escabeau, une échelle, du scotch et des rouleaux de papier plastique pour protéger le parquet, les meubles, les soubassements. Puis après avoir recouvert tout l'appartement de plastique et essayé toutes les couleurs de peinture par petites touches sur tous les murs, elle abandonna en disant que ça ne servait à rien, que de toute manière, tout était perdu, qu'avec ou sans peinture, il serait vendu. Pendant des semaines, notre appartement ressembla à un immense congélateur rempli de produits sous vide et froids. À chaque fois, papa essayait de la raisonner. Mais elle faisait tout avec un tel naturel, le regardait sans voir où était le problème, qu'il abandonnait et observait impuissant son épouse s'évanouir avec ses projets inconséquents. Le problème, c'est qu'elle perdait complètement la tête. Bien sûr, la partie visible restait sur ses épaules, mais le reste, on ne savait pas où il allait. La voix de mon père n'était plus un calmant suffisant. C'est lors d'un après-midi banal et commun que notre vie partit en fumée. Une fumée anthracite et chimique. Alors que mon père et moi étions allés faire des courses sans importance, du vin, des produits d'entretien, du pain, de simples courses d'intendance, il voulut absolument se rendre chez le fleuriste préféré de maman. Madeleine adore ses compositions. Il n'est pas tout prêt, mais son bonheur vaut bien le détour. Et le détour fut long. Les embouteillages, la clientèle nombreuse et pointilleuse, notre recherche méticuleuse, la composition harmonieuse, de nouveau les embouteillages, l'emplacement dans le garage. De la fenêtre de notre salon, au 4e étage, s'échappait une colonne de fumée épaisse et grise, escortée de flammes virulentes, qu'essayaient de noyer 2 pompiers, perchés sur leur échelle géante. Avant de pouvoir se rapprocher du camion et du vacarme des sirènes, il fallut traverser la foule compacte de curieux, qui se montra agacée d'être ainsi dérangée par des hurlements et des coups de coude dans son activité. « On se calme, on ne bouscule pas, gamin, de toute manière c'est trop tard. Il n'y a plus rien à voir », me conseilla sèchement un vieux qui me bloquait avec son bras, alors que j'essayais de le pousser pour avancer. Et c'est avec ce coup de théâtre que nous allons malheureusement nous dire au revoir puisque c'est la fin de Voyage au bout de la nuit. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de lire cet extrait d'Olivier Bourdeau en attendant Bojangles. Je sais que vous l'avez vu, en tout cas je l'espère, en interview. Il était là il y a quelques émissions sur le canapé de D8. Rassurez-vous, vous pouvez voir cette interview et puis aussi découvrir cette lecture dès à présent sur le site replay-d8.tv. Réagir également sur le hashtag VBN. Et puis quant à moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog somethingaboutVictoria.com pour suivre mon actualité artistique, mais aussi bien d'autres choses, puisque je poste au quotidien des photos. Je parle de mode, de beauté, de voyage, de lifestyle, de plein de choses. Alors, allez vous connecter. J'ai passé un très bon moment avec vous. À très vite sur D8. Merci aux équipes techniques de Voyage au bout de la nuit. Je vous embrasse. Bonne journée à tous.